Bonjour à tous. Monsieur Matteux, merci de m'avoir invité à venir envisager, à travers mon regard d'échographiste, ce petit être étrange que nous avons tous été un jour. Mon regard est bien entendu avant tout celui d'un médecin spécialisé en diagnostic anténatal. J'examine, je mesure, je conclus. Cependant, l'échographie de grossesse, c'est un examen médical bien particulier, aussi bien pour les futurs parents que pour les échographistes. Et ce serait faire abstraction de toutes les émotions qui circulent autour de l'échographe que de se contenter de construire, de regarder des coupes anatomiques et puis enfin de les analyser. En 2005, grâce à Jean Bergeret, à qui je rends hommage aujourd'hui, pour ses travaux et pour sa grande humanité, j'ai découvert la psychiatrie fœtale. Je connaissais bien sûr la pédopsychiatrie, puisque dans nos centres de diagnostic anténatal, nous travaillons en collaboration étroite avec les pédiatres, les pédopsychiatres, les psychologues. Mais j'ignorais, jusqu'à cette rencontre en 2005, que des psychiatres et des psychanalystes, des sociologues, des anthropologues se penchaient depuis déjà pas mal de temps, avec beaucoup d'intérêt et de questionnement sur le fœtus. Le fœtus, ce petit patient que moi j'ai tous les jours sous la main, sous la sonde, sous le regard. J'ai réalisé lors de la préparation de ce colloque mi-lyonnais, mi-parisien, donc en 2005, qui s'appelait l'anthropologie du fœtus, que je n'étais pas qu'échographiste, mais qu'une anthropologue sommeillait au fond de moi. Échographiste, anthropologue, mais pas que. Parce que quand on est échographiste, on est aussi conteur. Ce qui se voit doit se raconter. Grâce au sonar médical, l'échographiste transforme les ultrasons en sons et puis il raconte ces sons. Il fait des phrases, il explique, il raconte une histoire. Il raconte ce qu'il voit aux futurs parents qui ont bien du mal à se repérer sur ces images en gris, en blanc, en noir. Ça tourne, ça bouge beaucoup. Alors de temps en temps, ils voient quelque chose qui ressemble à un profil. Ils reconnaissent un visage de profil. Ils peuvent reconnaître un petit pied, une main, un bras, une colonne vertébrale. Mais c'est tout de même bien difficile. Donc si l'échographiste ne raconte pas ce qu'il voit, ils sont un peu perdus et inquiétés parce que perdus. Même le cœur n'est pas toujours identifié par les futurs parents, parce qu'ils confondent les battements du cœur avec parfois les mouvements de la bouche. L'échographiste devient conteur par nécessité. Alors la parole est plus ou moins abondante, ça dépend effectivement de chacun. Elle est plus ou moins technique, plus ou moins imagée. Elle va dépendre de la personnalité de l'échographiste, de son expérience. Et surtout, elle va dépendre aussi du relationnel que l'échographiste a pu tisser avec les parents qui sont autour de l'échographe. Dans la majorité des cas, dans la grande majorité, la grossesse n'est pas une maladie. La femme enceinte n'est pas malade et son fœtus non plus. L'échographie de grossesse est un examen médical donc bien particulier et l'échographiste a parfois du mal à se positionner face à cette ambiguïté. Les futurs parents viennent pour voir leur bébé à naître et savoir si tout va bien. Ils envisagent d'avoir cet enfant, ils envisagent leur avenir différemment avec lui, que ce soit ou non leur premier bébé. À travers les images et surtout grâce aux commentaires de ces images, ils vont se faire une représentation figurée de cet enfant. Et vous allez voir que ceci évolue nettement au cours des 3 trimestres de la grossesse. Nous allons donc, dans un premier temps, partir du principe que tout va bien, que cette grossesse se passe normalement, sans anicroche, sans problème particulier. Et puis, dans un deuxième temps, j'aborderai des situations où, malheureusement, quelque chose a été dépisté et où l'avenir de cet enfant et de ses parents devient un peu plus complexe. Et je pense qu'à ce moment-là, l'échographie peut permettre un envisagement par le biais de son image. Au premier trimestre, vous avez ici un bébé, un fœtus du premier trimestre de la grossesse, tel qu'on le voit sur nos appareils.
Mais j'attire votre attention sur le fait que cette image est particulièrement jolie. C'est pas pour me faire un compliment, mais c'est pas ça la vraie vie. On n'a pas toujours des images de cette qualité. L'image échographique, c'est quelque chose de difficile à obtenir. Et quand les conditions acoustiques ne sont pas idéales, on peut avoir des images qui sont loin d'être de cette qualité-là. Voilà ce qui est le plus habituel. Mais ça suffit déjà pour pouvoir se représenter un petit peu ce petit fœtus. Au premier trimestre, la future mère ne ressent encore rien. Son ventre, a priori, n'a pas encore pris de volume. Elle est juste incommodée, pas trac, pas en bonne forme, elle a sommeil, elle a des nausées. Parfois même, elle est malade, c'est-à-dire qu'elle vomit beaucoup, qu'elle perd du poids et qu'elle n'est pas très en forme. L'image d'échographie va humaniser le projet d'enfant et lui donner une réalité. Ça va quelque part un peu l'aider à dépasser ce stade où elle n'est pas très très bien. Ça va permettre pour le couple de se projeter de façon plus sympathique dans cette grossesse. Alors on a effectivement l'aspect d'un petit être humain, ou presque. Les proportions ne sont pas tout à fait celles qu'il aura plus tard. Les mouvements sur l'appareil, sur l'écran, sont parfois un peu inquiétants pour les parents. Soit le fœtus à cet âge-là est immobile pendant de longues secondes, ce qui les inquiète, soit il s'agite dans tous les sens, ce qui les inquiète aussi, en demandant si c'est normal. Les mouvements sont à ce stade-là très stéréotypés, répétitifs. Alors moi, pour essayer de, on va dire, rassurer, d'envelopper un petit peu l'inquiétude de ses parents, je leur parle du toboggan et du trampoline. Alors le toboggan, bien le fœtus, il est au fond de l'utérus, les jambes croisées, comme la plupart du temps à ce terme-là. Et puis il pousse sur ses jambes, il remonte vers le fond de l'utérus et il se laisse glisser. Et il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il est capable de faire ça 10 fois de suite, sans aucune, on va dire, inquiétude pour lui, visiblement. Et le trampoline, eh bien, il rebondit, il rebondit, il rebondit. Et donc les parents sont un peu inquiets, ils disent c'est normal ce qu'il fait là, c'est un peu bizarre, c'est normal. Et quand je parle de toboggan et de trampoline, tout à coup, ils se projettent sur l'enfant. Et ils se disent « Ah, ben c'est peut-être pour ça que plus tard, il aimera faire du toboggan. » En tout cas, ça les rassure. Et pour moi, cette image est tout à fait normale, donc je n'ai aucune raison de les inquiéter. Alors, selon la coupe que l'on va obtenir en échographie, et je vous ai dit qu'effectivement, les images se construisent, elles ne viennent pas toutes seules sur l'écran. Selon la coupe, on va explorer diverses choses. Je vous rappelle que là, on est sur un bébé qui est minuscule. On est à peu près sur 5 cm sans les jambes. Alors là, nous sommes sur une coupe du cerveau. Donc là, je vérifie qu'effectivement, le cerveau du petit bébé à naître est bien cloisonné. Et là, surprise, les parents me disent « Oh, on voit son visage !» Effectivement, ils s'imaginent ça. Et puis quand je me mets sur le visage du bébé pour essayer de vérifier que tout va bien, donc là je suis sur une coupe qui montre les 2 orbites avec les cristallins et on voit les 2 petites oreilles sur le côté. Et là, les parents me disent « Ah, quelle horreur! On dirait un alien, on dirait Roswell, on dirait je sais pas quoi. » Donc vous voyez, on n'a pas le même regard. Et les parents, ont beaucoup d'imagination sur l'image échographique, un peu comme quand nous regardons les nuages et qu'on imagine plein de choses. Et c'est très bien. Alors à ce trimestre de la grossesse, il m'arrive de temps en temps de faire du 3D parce que les parents sont demandeurs. Mais je les préviens qu'à cet âge-là, le 3D, c'est un peu brutal. Ah, on voit plus d'image ? Voilà. Le 3D est un peu brutal parce qu'il montre la réalité. Nous avons des qualités d'image aujourd'hui qui sont telles qu'on s'approche de plus en plus de la réalité. Et ce 3D, ben, ma foi, ça montre un fœtus qui est quand même à peine amorcé. On a quand même un visage qui fait, entre nous, un petit peu peur. C'est pas la tête d'un bébé. Donc je pense qu'au premier trimestre, le 3D, en tout cas le 3D surfacique, pour que les parents puissent voir leur bébé, ne me semble pas souhaitable. Au 2e trimestre, la femme enceinte perçoit a priori les mouvements de son bébé.
dans la globalité, dans la majorité des cas, c'est comme ça qu'elles le disent. Parfois, effectivement, elles ne sentent pas encore, mais c'est quand même moins fréquent. Elles ont un statut de femme enceinte, elles ont un ventre qui s'arrondit bien. Le conjoint, pas toujours, mais souvent, ressent aussi, lui, les mouvements du bébé. Et les parents viennent pour qu'on les rassure sur la normalité, sur la bonne santé, sur la bonne évolution de leur enfant. Une fois que l'examen est achevé, eh bien, ils ont envie de découvrir autrement leur bébé. Alors vous voyez sur la gauche, l'image de gauche, on voit ce qu'on peut voir en 2D, c'est-à-dire on voit les narines, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure. J'ai fait exprès de vous mettre des images qui ne sont pas les plus belles images que je puisse avoir, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit au quotidien. Et au quotidien, l'échographie, ce n'est pas toujours les images comme vous les voyez dans les bouquins. Au quotidien, les fœtus sont parfois un peu compliqués à déloger de leur petit coin, et puis les mamans parfois sont peu transparentes aux ultrasons, et puis c'est pas toujours simple d'avoir des images qui soient vraiment très très jolies. Donc voilà ce qu'on a habituellement au 2e trimestre, le profil du bébé, on voit un petit peu sa silhouette, et là on voit son visage de face. Alors est-ce que ça suffit pour se représenter son bébé ? Pour beaucoup de futurs parents, c'est largement suffisant, ils sont contents, ils n'éprouvent pas le besoin d'aller plus loin. Et puis souvent ils s'amusent avec le nez en disant « Oh là là, t'as vu son nez, est-ce qu'il ressemble pas un petit peu à ton père ou je sais pas quoi ?» Quand on regarde les oreilles, c'est pareil. « Oh là là, mon Dieu, t'as vu, il a tes oreilles. » Enfin, donc ça veut dire à quel point on n'est plus dans la peur de l'anomalie, on rentre dans la projection de l'enfant et on essaye de trouver des ressemblances. Et puis, quand il y a déjà des frères ou des sœurs aînés, souvent, les parents cherchent à comparer les deux profils, à voir si c'est à peu près pareil. Après, il y a aussi la question du sexe de l'enfant, qui n'est pas systématique. Certains parents préfèrent garder la surprise. Mais le sexe de l'enfant, souvent, pour eux, c'est important. Ça leur permet de faire un pas de plus vers la projection et éventuellement de commencer à réfléchir au prénom, à réfléchir à comment ils vont organiser la chambre, etc. Quand on regarde ces petits fœtus au 2e trimestre en 3D, le visage apparaît très figé. On n'a pas d'expression de visage à cet âge-là. On peut voir effectivement des mouvements de succion qui sont assez stéréotypés, des mouvements de déglutition. Le fœtus avale, c'est ce qui nous aide bien, ça nous permet de bien visualiser aussi tout son tube digestif. Et puis le fœtus peut bâiller. Il bâille, mais il bâille bien. Quand il bâille, la mâchoire est largement ouverte et ça plaît beaucoup aux parents en général, ils s'amusent beaucoup. On peut également le voir faire pipi en direct et c'est assez sympathique. Quand on fait l'examen, vous imaginez bien que le bébé est dans le ventre de sa maman et qu'il y a une face qui n'est pas accessible à la sonde. La sonde est dessus ou sur le côté, mais derrière, on ne peut pas. Donc si le fœtus est tourné d'une certaine façon et qu'on a besoin d'explorer l'autre face, eh bien, on a pour habitude de stimuler l'enfant de façon à ce qu'il puisse réagir et se tourner. Alors effectivement, quand on titille un peu, quand on tapote comme ça sur le ventre de la maman ou qu'on pousse le fœtus, on a 2 types de réactions. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Après, c'est mon ressenti. Il y a ces réactions qui sont très stéréotypées, qui sont de l'ordre du réflexe, où on sent qu'il y a une position de retrait. On tape sur le pied, la jambe se plie. On retape sur le pied, la jambe part, revient. Donc ces espèces de situations un peu de réflexe. Et puis quand on empomme l'enfant, quand on le caresse d'une certaine façon, on a l'impression qu'il se tortille, comme s'il cherchait la caresse. Voilà, donc au 2e trimestre, on a déjà comme une impression qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est plus que du réflexe. Ça s'amorce. Alors, ce qui est surprenant, vous voyez, ce que vous voyez sur la droite, c'est une coupe de l'abdomen. Et cette coupe de l'abdomen, où on voit l'estomac, la tache noire et la future veine ombilicale que l'on voit juste au-dessus, eh bien, les futurs parents, tout comme au 1er trimestre, s'imaginent que c'est le visage. Pas tous, bien sûr, mais certains.
Parce que comme vous l'avez vu, l'image du visage de face, c'est celle de gauche. Et sur cette image-là, les parents ne voient pas un visage. Alors là, voilà, en surfaçage 3D, ça peut être très très mignon. Mais les yeux sont encore globuleux, les paupières ne sont pas encore ouvertes, il n'y a pas de cheveux, bien entendu. Les oreilles sont encore pas complètement terminées. Et les expressions du visage sont assez placides. Ça fait un peu penser à des petites marionnettes. Alors je suis lyonnaise, donc moi j'ai choisi les marionnettes lyonnaises, hein, bien sûr. Au 3e trimestre, il y a moins de place. Mais les parents, comme on a beaucoup avancé dans la grossesse, sont persuadés que le bébé, puisqu'il est plus gros, on le verra mieux. En réalité, plus on avance, plus le fœtus va s'enrouler en position fœtale, et moins il y aura de liquide autour de lui. Donc l'examen échographique va être plus difficile, dans le sens pour que les parents comprennent l'image. Donc il va souvent se réduire à des coupes anatomiques, alors que les parents sont venus en espérant pouvoir voir leur bébé. Alors cette image en 2D, hein, donc c'est une image classique, j'ai fait un surfaçage 2D, on arrive à bien voir que c'est un visage, on devine l'ombre de l'œil, le nez, le début de la petite bouche. Alors ça suffit en général, et puis de toute façon on ne peut pas toujours faire du 3D, mais si on arrive à faire du 3D, c'est vrai que c'est très émouvant de voir ce petit bébé qui apparaît, qui déjà, alors qu'il reste encore 2 mois de grossesse, a vraiment les traits d'un enfant. Alors non seulement il en a les traits, mais il en a aussi les mimiques. Donc pendant l'examen, il n'est pas rare de voir les paupières s'ouvrir, de voir l'enfant prendre un air étonné, parce qu'il entend une voix qu'il ne connaît pas, ma voix, celle du médecin, et on sent qu'il est attentif, qu'il se pose des questions. Alors je ne sais pas quel type de questions, mais en tout cas on le sent surpris. On peut le voir aussi énervé, grimacer, et ça particulièrement quand il y a des séquences de hoquet, parce que le hoquet n'est pas très agréable, et les fœtus, quand ils ont le hoquet et qu'on a la chance de les regarder en 3D, eh bien vraiment on les voit faire beaucoup de grimaces. Donc je pense que la vie n'est pas un long fleuve tranquille déjà. Ensuite, on a aussi quelquefois, mais alors ça c'est moins fréquent, des petits sourires aux anges. Et là, c'est vraiment, c'est très émouvant. Les mamans pleurent en général, il y a la petite larme. Et pas que les mamans. Alors, il y a une chose quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup moins de place. Donc, le fœtus est quand même assez compacté. Et cette image qui est jolie à droite, enfin, je pense qu'elle est jolie, moi je la trouve jolie, peut virer au cauchemar si l'enfant a une position un petit peu plus appuyée. Admettons qu'il ait le nez écrasé sur le placenta, ou qu'il ait le menton comme ça, avec la bouche toute tordue, vous imaginez ce que ça peut donner. Donc effectivement, quand les conditions acoustiques ne sont pas favorables, je pense qu'il faut faire hyper attention à l'image 3D qu'on va fournir aux parents, si on ne veut pas les effrayer. Alors, à ce stade de la grossesse, les parents envisagent maintenant la naissance de l'enfant. Et donc, il y a 3 grandes questions qui sont sous-jacentes. Bien sûr, c'est est-ce que je vais avoir une césarienne? Est-ce que mon bébé va pas être trop gros? Et comment est-ce que je vais l'habiller? Et donc, c'est des questions qu'on a régulièrement. Alors, la césarienne, moi étant échographiste et n'ayant aucune compétence obstétricale, je botte en touche. Ça les fait toujours beaucoup rire, je leur dis joker. Donc c'est très bien, c'est une question que j'ai éliminée. La peur du gros bébé, l'échographie ne permet pas de peser les enfants. Les poids que nous donnons en échographie sont loin d'être des poids réels. Ce sont des estimations et qui ont des incertitudes d'environ 10 à 15%. Ce qui peut être énorme parce qu'un bébé de 4 kg, si vous mettez une incertitude de 10 à 15%, ça commence à chiffrer. Alors bien entendu, ces futures mamans, elles ont peur de l'accouchement. Elles ont peur d'avoir mal et elles sont persuadées que plus le bébé sera gros, plus elles auront mal. Ce qui est faux, mais je ne suis encore une fois pas obstétricienne, donc je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Comment vais-je l'habiller ce bébé? Effectivement, si on pense qu'il risque d'être gros, ce ne sera pas du naissance, ce sera plutôt du 1 mois. Mais s'il vient avec 15 jours d'avance, il mettra du naissance. Donc, pareil, je mets mon joker.
Alors quand une anomalie, malheureusement, ou un doute, là je vous montre quelques images telles qu'on peut les voir. Alors ce qu'il y a de très... Moi je suis frappée quand je vois le bébé ouvrir les yeux comme ça, parce que c'est vraiment... à chaque fois c'est un choc, parce que je vous mets au défi de ne pas croire qu'il vous regarde. Je vous assure, on est pourtant... Bon, on sait très bien qu'il ne nous voit pas, hein, il est dans le noir, il est dans sa petite bulle. Mais quand vous êtes en échographie 3D, que vous avez le visage du fœtus devant vous et qu'il ouvre les yeux, ben, pourtant ça fait des années que je fais de l'échographie, mais je vous assure que ça fait toujours une petite émotion. Alors la vie, elle est parfois compliquée, et si une anomalie ou un doute se révèle, eh ben, le monde s'écroule. Grâce au diagnostic anténatal, l'anomalie qui va être pressentie ou qui va être visualisée de façon certaine, cette anomalie va être ou non envisageable. Quoi qu'il en soit, elle débouchera sur une conduite à tenir qui, elle, devra être envisageable pour les futurs parents. Alors, plusieurs situations peuvent se produire. Je n'ai pas le temps de toutes les détailler, ni d'en expliciter le devenir, parce que ce n'est absolument pas mon propos aujourd'hui. Mais grossièrement, on va considérer 3 types de situations. Celle qui touche à l'intégrité corporelle, c'est-à-dire ce qui est visible, ce que les parents vont pouvoir voir quand l'enfant sera né, les membres, le visage, les organes génitaux externes. Avec une attention particulière sur tout ce qui touche aux organes génitaux externes. Alors, c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ni comment il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années. Mais de fait, aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près un petit garçon sur 300 qui naît avec un hypospade, qui est une anomalie de la verge. Alors, quand on annonce au couple que le petit garçon a une anomalie de sa verge, j'ai constaté que dans le couple, la future mère, bon, elle encaisse, ça lui fait jamais très plaisir d'apprendre qu'il y a un problème, mais elle avale la pilule un peu mieux que le futur père qui, lui, je pense, c'est mon interprétation, peut-être se sent touché dans sa virilité. Si son garçon n'a pas un sexe normal, c'est quelque chose qui le perturbe. Et puis, les anomalies des organes génitaux, ça peut aller loin. On peut arriver même à des organes qui sont non identifiables de façon certaine. Et on sera amené à faire des karyotypes, c'est-à-dire vérifier les chromosomes pour connaître le sexe réel de l'enfant. Et même en connaissant le sexe réel, il n'est pas dit que l'enfant sera éduqué, sera élevé et pourra être pris en charge avec ce sexe-là. Donc, on ne va pas détailler ici aujourd'hui, mais c'est quelque chose de particulièrement problématique. Les anomalies qui sont visibles sont particulièrement violentes pour les enfants, pour les parents, pardon, excusez-moi. Ici, je vous ai mis ce qui choque, c'est-à-dire des fentes du visage. Là, on est sur des fentes complètes qui touchent à la fois la bouche, le palais, et qui sont très délabrantes. Et sur l'image de droite, je vous ai mis une anomalie qui s'appelle une séquence de Pierre Robin, et vous voyez que tout le bas du visage est particulièrement petit et anormal. Donc les parents ont déjà du mal à voir le visage de leur bébé quand ça ne correspond plus à un profil habituel. Bien entendu, je pense qu'il n'est pas question de faire du 3D, même s'ils sont parfois demandeurs. Nous, ce que nous faisons habituellement, nous préférons les confier le plus rapidement possible à des chirurgiens, à des pédiatres qui vont pouvoir effectivement expliquer la prise en charge de l'enfant et éventuellement leur montrer des photos, mais qui seront moins traumatisantes que celles qu'on pourrait faire en 3D ou qu'ils pourraient trouver sur Internet. Alors, il y a d'autres situations, bien sûr, où les anomalies sont internes. Elles concernent les organes, le cerveau, le cœur, les reins, le tube digestif. Alors, toutes ces anomalies, les parents ont du mal à y accorder une confiance totale parce qu'ils ne les voient pas, ils ne les comprennent pas. Et je me souviens d'une maman que j'ai vue il y a quelques années déjà, et je la voyais pour sa 2e grossesse.
Elle avait subi une interruption médicale de grossesse, bien sûr à sa demande, mais j'avais l'impression en l'écoutant qu'on avait peut-être été un peu vite. Non pas que l'indication était mal posée, puisque le petit fœtus avait une cardiopathie gravissime, il avait un cœur univentriculaire, il avait une hypoplasie complète de son cœur gauche, et donc après avis chirurgical, il était entendu qu'il n'y avait absolument pas d'espoir pour cet enfant du fait de cette cardiopathie qui était en plus un peu plus complexe que ce que je vous dis, mais donc il n'y avait pas d'espoir pour cet enfant. Donc les parents avaient demandé l'interruption médicale de la grossesse qui avait été réalisée. Mais peut-être que le délai entre l'annonce, entre la consultation chirurgicale et entre l'interruption, il est possible que le délai n'ait pas été suffisamment long, bien qu'il l'ait été réellement. Mais pour ce couple-là, peut-être qu'il n'avait pas été assez long. Et cette maman avait des regrets, des doutes, pas des regrets, mais des doutes. Et elle m'a dit... Je ne sais pas si on a bien fait, parce que quand il est né, je l'ai vu, il était tellement beau, j'arrive pas à croire qu'il avait vraiment un problème et qu'il allait mourir. Donc c'est vrai que ça interpelle beaucoup. Les parents sont obligés de nous faire confiance sur ce que nous voyons. Alors heureusement, nous avons un outil qui, pour moi, est indispensable, c'est l'autopsie fœtale. Si les parents sont dans l'acceptation de cet examen, qui est quand même pas un examen simple, vous imaginez, ça permet de mettre vraiment noir sur blanc. Oui, il y avait bien cette pathologie gravissime. C'est pas qu'une image d'échographie. Ça, je pense que ça peut beaucoup aider les futurs parents pour arriver à faire le deuil de l'enfant et le deuil de ce qu'ils ont, de la démarche qu'ils ont effectuée, qu'ils ont demandé. Enfin, il y a ce troisième type de situation qui est un peu difficile, où il y a un décès fœtal probable qui peut venir, mais dans un délai qu'on ne connaît pas, soit parce que le fœtus a un très très gros retard de croissance, soit parce que il y a eu une rupture prématurée des membranes, par exemple, enfin des choses qui nous font dire que ce petit bébé a peu de chances d'aller jusqu'au bout et d'arriver suffisamment en bonne santé pour une prise en charge pédiatrique souhaitable. Et donc ces situations pleines d'incertitude, vous comprendrez bien que le projet d'enfant a du mal à s'incarner, à prendre vraiment forme et à se construire. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce que alors il n'y a pas de vérité unique, il n'y a d'abord que des cas particuliers, hein, chaque couple est particulier et singulier. Et parfois on croit qu'on fait bien et puis on s'aperçoit que c'était pas ce qu'il fallait pour ce couple-là, alors qu'on était convaincus que c'était bien. Donc il faut rester très modeste dans nos accompagnements et dans nos décisions. Je vais prendre deux petites situations pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il y a quelques années en arrière, je travaillais également à l'hôpital de la Croix-Rousse et je me souviens d'un couple qui était suivi pour des malformations adénomatoïdes kystiques pulmonaires, c'est-à-dire un poumon qui est envahi de kystes. Et ce couple, moi je le vois pour la première fois, l'enfant devait être à 28 ou 29 semaines d'aménorrhée. Vous savez qu'on compte la grossesse en semaines d'absence de règles. Et donc je fais mon examen, je fais ce que je dois faire, c'est-à-dire que je mesure, je regarde, j'examine, etc. Et à la fin de l'examen, comme dans ces malformations, il y a souvent un petit peu plus de liquide, j'avais vraiment une belle citerne autour du bébé, ce qui permet de faire, quand on fait du 3D, de faire de très belles images en 3D. Et ce jour-là, je ne sais pas, j'ai lancé mon image 3D sans demander aux parents, ce que je ne fais pas d'habitude, mais je ne sais pas, ce jour-là, c'est ce que j'ai fait. Et là, le bébé est apparu sur l'écran, tout mignon, il bougeait, c'était vraiment un très très beau petit bébé. Et puis j'ai entendu tout à coup des sanglots. Le père s'était écroulé en larmes sur son siège et il sanglotait. Et sa femme pleurait également à côté, et ils se sont pris par la main. Alors moi j'ai tout éteint, je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas possible quoi. Et puis j'ai dit au papa, j'ai dit mais je suis désolée, j'aurais pas dû, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Et le papa m'a dit entre deux sanglots, non, au contraire, merci. Il dit non, s'il vous plaît, remettez l'image. Alors c'est vrai que ça m'a interpellée
et il m'a dit, vous savez, depuis qu'on a découvert l'anomalie chez notre petit bébé, c'est-à-dire depuis 4 mois et demi de grossesse, 22 semaines, ils étaient à 29, donc ça faisait 7 semaines. Il me dit, vous savez, on fait des examens régulièrement, on le voit en échographie tous les 15 jours ou 3 semaines. Il dit alors, du poumon, on en entend parler tout le temps, des malformations, on entend que ce mot-là, on entend, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à côté, on nous a fait une amniosynthèse, on a fait X examens. Il dit, puis là, vous venez de nous rendre notre bébé, on se rend compte qu'on attend un enfant, on n'attend pas un poumon. Et je vous assure que ça m'a vraiment bouleversée, et ça m'a interpellée dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que je me suis dit que l'échographie a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui peut être vraiment utile. L'échographie, ça peut être du pire ou du meilleur, on peut tout trouver avec l'échographie. Mais je pense que si on fait attention, on peut vraiment apporter un plus. Alors je pense à une autre situation. On est très tôt dans la grossesse, donc je vois un couple. Le gynécologue avait dit à la dame, vous savez, vous avez beaucoup saigné, il y a un décollement, ça va pas bien se passer, vous allez faire une fausse couche. Je la vois à mon cabinet, effectivement, je confirme tout ce qu'avait dit son gynécologue, et je lui ai dit que j'étais pas très très rassurée sur l'avenir de ce bébé. Mais, comme la médecine n'est pas une science exacte, et qu'on peut tout trouver et son contraire, je lui ai quand même dit qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le jour où je lui ai fait l'échographie, je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, votre bébé va bien, on a écouté son petit cœur, on l'a vu bouger, et je lui ai dit, effectivement, nous sommes dans une zone d'incertitude qui est majeure, je ne sais pas ce que l'avenir sera. Et puis je l'ai revu 15 jours après, la grossesse avançait, le petit bébé se développait, le cœur était bien vaillant, et l'hématome était toujours lui aussi bien vaillant et bien persistant. Donc, même discours tenu aux parents, on avance. Alors eux avaient repris un petit peu confiance parce qu'ils se sont dit, bon, on n'a pas fait de fausse couche, donc ça devrait aller. J'étais tout de même assez réservée, mais peut-être que j'ai manifesté plus de confiance que j'aurais dû, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Toujours est-il que 2 ou 3 semaines après, je reçois un coup de fil de ce futur papa qui a été très agressif. Très agressif, il était très en colère et il m'a tout jeté comme ça en me disant c'est scandaleux ce que vous avez fait, vous vous rendez pas compte. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait. Il m'a dit écoutez, 1 semaine après la dernière échographie qu'on a faite avec vous, le sac s'est déchiré et puis on nous a dit que c'était une rupture des membranes et qu'il n'y avait plus de liquide autour du bébé et que si ça ne se recollait pas tout de suite, que ce n'était pas de bon pronostic. On a attendu 2 semaines et comme ça ne s'était pas recollé, que le bébé était à sec dans sa petite poche, on nous a dit que ce qui était de mieux, c'était d'arrêter la grossesse. Parce que le pronostic pour cet enfant était épouvantable. De fait, quand la rupture a lieu très très tôt, et elle avait eu lieu à 16 semaines, si ça ne se recolle pas, le pronostic à la fois physique pour l'enfant et surtout pulmonaire est vraiment terrible et leur chance d'avoir un bébé à terme et un bébé vivant à terme était quand même très réduite. Et donc les parents ont demandé et a été réalisée une interruption médicale de la grossesse. Et donc ce papa était très en colère parce qu'il m'a dit que à cause de moi, ils avaient investi ce bébé et qu'à cause de moi, ils souffraient d'autant plus parce qu'ils venaient de perdre ce bébé. Et que leur entourage leur avait dit que c'était franchement dégueulasse. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement le mot qu'il a utilisé. Alors je l'ai laissé parler, je me suis bien gardée d'essayer de me justifier ou de me mettre en colère à mon tour. C'est pas toujours facile, mais on essaye quand même d'entendre la souffrance et puis de comprendre. Et j'ai essayé de trouver... J'ai pris beaucoup de temps pour discuter avec ce papa et je lui ai expliqué que, de fait, ce bébé avait réellement existé, qu'il avait un petit cœur qui battait bien, qui bougeait bien, et que j'étais très triste pour eux que ça se soit terminé de cette façon, mais que ce bébé avait eu une petite vie très courte, mais que nous en avions partagé quelques émotions et quelques moments de cette vie. Bon, plus de nouvelles.
2 semaines plus tard, nouveau coup de téléphone du papa. Cette fois-ci, il n'était pas en colère. Il n'était pas non plus dans enfin, son ton n'était ni agressif, ni... J'ai le sentiment qu'il se questionnait beaucoup. Donc il me dit, est-ce que vous connaissez le sexe de l'enfant? Je lui dis oui, il est noté dans le dossier, si vous le souhaitez, je vous le communique. Il me dit s'il vous plaît. Donc je lui explique, je ne me rappelle plus, mais je lui donne l'identité du genre de leur enfant. Et il me dit merci et il raccroche. Et puis je les ai revus 1 an après. 1 an après, nouvelle grossesse, déjà ils sont venus me voir, je me suis dit, bon, ça veut dire qu'ils ne m'en veulent pas tant que ça. Et puis vous savez, c'est difficile de retourner sur les lieux où on a appris des mauvaises nouvelles, même si on n'en veut pas au médecin. Rien que de faire la démarche, de retourner dans le même cabinet, de voir le même décor, ça fait remonter tellement d'émotions que c'est parfois trop compliqué pour les futurs parents. Bref, ils viennent. Je fais l'examen, tout se passe bien, et à la fin de l'examen, le papa s'est excusé. Je lui dis, mais monsieur, vous n'allez pas vous excuser, c'était tout à fait légitime, votre colère était légitime. Et ce monsieur me dit, maintenant, on voudrait vous dire merci, parce que on croyait qu'on souffrait, on pensait, et notre entourage nous avait fait croire qu'en faisant comme si cet enfant n'avait pas existé, eh bien, on effaçait l'ardoise et puis on en faisait un autre et puis tout était bien. Et il me dit, grâce à vous, parce qu'on connaît le sexe de l'enfant, parce qu'on a pu lui donner un prénom, parce qu'on a pu le pleurer, on a pu faire le deuil de cet enfant, grâce à vous, eh bien, il a existé. On a eu cet enfant qui a une vie très courte, on l'a aimé, il a existé. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Et ça m'avait aussi vraiment beaucoup bouleversée. J'aimerais tout de même terminer sur une touche joyeuse. On ne va pas s'arrêter sur... Comme vous le savez, la grosse majorité des grossesses ont des issues favorables. Et c'est avec une émotion renouvelée que je lis les mails ou les petits mots accompagnant les faire-part de naissance. Les parents me font partager leur surprise lorsqu'ils ont vu pour de vrai leur enfant. Ils sont souvent émerveillés, heureusement, mais ils me partagent cet émerveillement et ça, j'en suis très touchée. Ils me disent leur étonnement devant la ressemblance avec les photos prises lors de la dernière échographie. Eh ben oui, c'est normal, c'est le même bébé. Il a juste quelques semaines et quelques finitions de plus, mais c'est le même enfant. Mais ils sont assez surpris, comme si l'image d'échographie, à la fois les projetait dans une réalité de l'enfant, mais en même temps, c'est lui, mais peut-être que c'est pas complètement lui. Alors je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors on pourrait croire, ou on voudrait croire, que tous les fœtus se ressemblent. Certes, ils ont en commun leur anatomie. Alors l'examen échographique pourrait devenir routinier, avec un catalogue de mesures à prendre et d'organes à explorer. Mais quel dommage de ne pas voir, au-delà de l'examen médical, tout ce qu'il s'exprime sur l'écran. De ne pas plonger un regard autre, un regard curieux, un regard anthropologique bienveillant sur ce fœtus. Quel dommage de ne pas partager avec les futurs parents ce qui se voit sur l'écran. Tout au long des 9 mois se tissent les fils de la vie de l'enfant à naître. L'embryon devient fœtus, le fœtus deviendra enfant. Derrière la fragilité de sa transparence et de son anonymat, c'est pourtant un être unique, semblable à aucun autre, fût-il son jumeau homozygote. Et derrière le côté mécanique et automatique, qui pourrait laisser penser qu'il suffit de lancer la navette, et vous avez un métier à tisser lyonnais à droite, la navette, c'est ce qui permet de tisser. Ce sont de multiples facteurs génétiques, biologiques et environnementaux qui sont en action. Le projet parental prend progressivement la forme d'un enfant dont ils peuvent envisager l'avenir et même imaginer le visage. Ce visage qui apparaît juste humain, et c'est déjà très rassurant au premier trimestre, figé mais si mignon au deuxième trimestre, émouvant et surprenant de réalisme au troisième trimestre. Merci.